Le temps d'une liberté. On discute du couple et de parentalité. Bonjour à toutes. Bonsoir à tous. Bonjour Noah. Bonjour Mathieu. Bonjour Christian. Bonjour à vous. Et Nicolas. Bonjour Noah et Mathieu. Alors ce soir, vous avez remarqué, il n'y a pas Marie. Elle a un petit souci de santé, donc du coup, elle ne peut pas participer. Elle a essayé jusqu'au bout, mais voilà, elle ne sera pas là. Et Noah, au pied levé, du coup, notre nouveau community manager, prend le relais. C'est le dernier épisode de la première saison du Temps d'une liberté, et aujourd'hui, on va aborder la contraception masculine avec le collectif Thomas Boulou, collectif quimpérois. Est-ce que vous pouvez présenter du coup le collectif, la création, les actions ? C'est un collectif qui est né en continuité d'actions qui ont été menées avec des féministes dans des festivals féministes en fait, et où un groupe de garçons avait fait un atelier sur la sexualité des garçons. Et à la suite de ça, le groupe s'est constitué, s'est agrégé et a constitué le groupe, et on a commencé à travailler à ce moment-là ensemble, enfin à faire des choses ensemble. Ça, c'est l'histoire du début. Et donc avec des grands axes qui étaient pour une partie d'entre nous se contracepter, et puis aussi essayer d'agir en direction des garçons pour transformer notre rapport à la responsabilité en matière de sexualité. Voilà, en résumé, ce qu'on a fait. Et ça, c'était en 2015, la création. Là, Nicolas, tu peux peut-être dire ce qu'on fait maintenant ? Oui, donc alors ce qu'on fait maintenant, principalement, on ouvre une permanence à Quimper, ouverte à toutes les personnes qui souhaitent recevoir des informations sur les contraceptions dites masculines. C'est une fois par mois dans un local associatif qui s'appelle La Baleine, qui héberge aussi d'autres personnes qui ont d'autres initiatives sur plein de sujets. Et donc c'est ça, on ouvre ce lieu-là pour accueillir les garçons, les filles qui soit veulent démarrer un parcours de contraception, soit s'informer. On fait aussi des ateliers de couture de dispositifs contraceptifs. Et on donne des informations sur les principales méthodes de contraception pour les garçons. Donc, c'est-à-dire, il y en a plus en fait qui existent que les trois que je vais citer, mais ces trois principales, et en tout cas les trois qui sont accessibles facilement, c'est la vasectomie, la contraception thermique et puis la contraception hormonale. Voilà à peu près le principal de nos activités. Très bien. Et donc du coup, est-ce que vous pouvez vous présenter un peu plus chacun, et puis ce qui vous a conduit à rejoindre ce collectif, ou en tout cas à être à la base de la création pour toi, Christian ? Alors pour moi, à la base de la création, c'était que j'ai découvert un peu avant 2015 que il y avait ces contraceptions qui existaient, la thermique et l'hormonale. En tout cas depuis les années 70-80, et il se trouve que dans les années 70-80, avec ma compagne, on cherchait une contraception pour moi, parce que c'était un peu compliqué pour ma compagne, et que évidemment tous les médecins à l'époque, comme c'est encore probablement le cas aujourd'hui, peut-être un peu moins, répondaient ça n'existait pas. Et j'ai découvert donc autour et puis notre histoire s'est terminée par une IVG et retour à la pilule. Voilà, donc ça j'avais un peu mal digéré ça. Et puis je découvre au cours, un peu avant les festivals féministes d'ailleurs, l'existence de ces contraceptions. Et la deuxième chose, c'est qu'il me semblait qu'il était temps que les garçons trouvent des moyens de lutter contre le collectif des hommes, quoi, le groupe des hommes qui agit pour la domination masculine et le maintien de cette domination, et qu'il fallait bien essayer, il me semblait important d'essayer de trouver des méthodes de lutte spécifiquement aux garçons, parce que les femmes ont développé des luttes depuis longtemps,
mais les garçons sont très timides sur le sujet, et l'idée de passer la contraception était un mode de lutte qui pouvait être à la fois pratique, qui parlait de la sexualité, et c'était un moyen d'entrée sur les discussions qui était intéressant. Et j'ai 66 ans, 2 enfants, voilà. Et donc toi, Nicolas, ton parcours un petit peu. Alors, moi j'ai 33 ans. J'ai d'abord rencontré le collectif Thomas Boulou en fin 2020. J'étais déjà dans la réflexion de démarrer une contraception thermique avec ma conjointe qui, elle, du coup, a aussi rencontré des complications avec les méthodes de contraception pour les filles. Et donc après discussion, il s'est trouvé que il existait des moyens de contraception pour les garçons en fait que je connaissais pas du tout et pour lesquels j'avais jamais eu d'informations, personne ne m'en avait jamais parlé. Je veux dire que par là que l'information elle est pas toujours très très simple à obtenir en fait quand on a un garçon, il faut la chercher, elle vient pas toute seule. Et donc j'ai réalisé que la contraception thermique c'était porter un sous-vêtement, on pourra en parler plus en détail plus tard, mais porter un sous-vêtement, ça me paraissait pas insurmontable par rapport à ce que ma conjointe subissait un peu comme effet secondaire. Je m'y suis intéressé et puis je suis allé voir les Thomas Boulou, on a discuté, j'ai eu toutes les informations dont je souhaitais et j'ai démarré un protocole de contraception thermique que j'ai continué depuis et comme j'habitais à Quimper, je les ai fréquentés régulièrement. Et puis j'ai décidé ensuite de participer un peu plus activement à la permanence de Quimper et donc de venir les animer, de discuter avec les garçons, les filles qui viennent nous rendre visite, de partager mon témoignage et le témoignage aussi de ma conjointe, parce que aussi c'est intéressant d'avoir le point de vue le point de vue féminin de la question de la contraception dite masculine, qui d'ailleurs aussi ma conjointe a rejoint le collectif Florina d'ailleurs, voilà nommé, depuis quelques temps. Et voilà, je sais pas trop ce que je peux ajouter. C'est tout. Non mais c'est déjà assez complet et merci d'avoir exposé votre parcours. Un petit point du coup lexical. Donc on va parler de contraceptif. C'est la définition, c'est emploi volontaire de moyens ou de techniques qui visent à empêcher que les rapports sexuels entraînent à une grossesse. Un autre petit point, on va parler du coup de garçons masculins. Ça regroupe toutes les personnes du coup avec un pénis et en raccourci du coup aussi quand on va parler de féminin, de femmes ou de filles, personnes avec une vulve et des ovaires. Donc on va enchaîner par un petit point historique parce que ça paraît intéressant de savoir d'où on part en tout cas et je vais du coup laisser Noah commencer ce point-là. Donc pour ce petit point historique, on a jusqu'à l'apparition en fait de la contraception féminine médicalisée, la question masculine avec 3 méthodes anciennes. Il y avait l'abstinence, le retrait, donc qui est enseigné à partir du XVIIe siècle aux femmes, même si cette méthode reste surtout masculine, et enfin le préservatif qui a fait son apparition au milieu du XVIIIe siècle. Et alors, un petit point, une petite anecdote là-dessus, juste sur le côté méthode du retrait, tout ça. J'enregistre à côté les mémoires de ma grand-mère et on est venu à parler de ça. Et je trouvais ça quand même assez hallucinant de pouvoir se baser uniquement sur ce fait du coup d'observation de cycle, tout ça. Surtout nous dans les générations dans lesquelles on vit où c'est très très médicalisé quoi. On va enchaîner du coup. En 1930 et 40, les firmes pharmaceutiques se lancent dans les recherches de fabrication d'hormones masculines mises en pratique dans l'armée allemande pour contrer les problèmes de fertilité et renforcer l'image d'une armée d'hommes virils, puissants et performants. Merci le patriarcat. Dans la capacité de reproduction.
Les recherches qui s'arrêtent avec la fin de la guerre, cette dynamique de recherche fragmentée est réduite dans le temps et augmente la difficulté de la contraception masculine médicalisée. En 1950 seulement naît la possibilité hormonale pour les hommes dans une recherche de maîtrise de la fécondité. En 1967, il y a la loi Neuwirth qui autorise la prescription libre de contraceptifs en France. On glisse du coup, il y a un glissement de la charge contraceptive du côté des femmes. Et en 1970, naissance du mouvement de libération des femmes, qui n'est pas dans l'opposition homme-femme, mais dans la réunion en non-mixité avec la réflexion des hommes et leur rôle dans leur société. Pendant les réunions, les hommes s'occupent des enfants, parlent entre eux, une volonté de s'interroger sur leur propre manière d'être dans le sens personne dans le monde, en écoutant la pertinence des énonciations féministes et la répartition des rôles en fonction du genre. Interrogation due au rapport de leur identité masculine transmise, relation au père et culture de leur genre. Mais c'est aussi dans l'air du temps, la jouissance libre, pas de contraintes, mais des questions dans la carence contraceptive. Arrive la revendication pour un partage de la contraception et donc naissance de Ardecom. Alors, il me semblait que là-dessus, Christian, tu pouvais nous donner quelques éléments sur ce mouvement-là. Oui, alors j'ai pas participé à ce mouvement, mais on a pas mal de contacts avec des militants d'Ardecom qui sont mis en sommeil en fait dans les fin des années 80 avec la période SIDA qui a éteint un peu la dynamique qu'il y avait à ce moment-là. Donc Ardecom, c'est l'association pour la recherche et le développement de la contraception masculine. C'est le sigle. Je pense que tu as dit l'essentiel. Enfin, Ardecom a produit des articles, des journaux. Et je rappelle qu'il n'y avait pas Internet à ce moment-là, hein, ça se faisait par courrier. Et puis, je ne sais pas si vous alliez en parler, mais Ardecom a développé à ce moment-là, enfin il y a eu deux courants. Il y a eu les Toulousains qui ont travaillé sur la méthode thermique, ils ont découvert la méthode thermique. Enfin et puis plutôt les Lyonnais et les Parisiens qui se sont penchés vers la méthode hormonale. Chacun d'eux avec un médecin référent, Mieuxet à Toulouse pour la thermique et Jean-Claude Souffire à Paris pour l'hormonal. Du coup, on enchaîne avec en 1979 les premiers essais en France donc de la pilule progestative et la lotion testostérone. Il y a aussi également eu le projet de l'OMS, donc une expérimentation d'injection énantate de testostérone. Et comme nous l'a dit Christian du coup tout à l'heure, le docteur Mieuxet aussi en cette année-là a beaucoup avancé dans la recherche de la contraception masculine non hormonale, donc avec le slip serré et le réchauffement des testicules. Cependant, il y avait quand même des freins économiques et culturels pour ces trois méthodes. Donc en 1985, il y a donc, comme l'a dit Christian, il y a une démobilisation progressive au sein de l'Ardecom par l'apparition du SIDA qui prend énormément de place. En 2001, du coup, il y a eu la légalisation de la vasectomie à visée contraceptive en France. C'était une grande avancée. 2012-2013, reprise de l'association à partir de groupes de parole encore actifs. Sortie du livre de J.C. Souffire et de Dr Mieuxet de l'existence du protocole de l'AMS. Donc là, on est un peu sur l'historique. On voit que il n'y a pas si longtemps, voilà, qu'il y a une méthode comme la vasectomie qui est légalisée du coup en France. Christian, du coup, tu voulais ajouter quelques éléments ? Oui, dans l'historique, dans la reprise, il y a un élément qui a été important en fait. Il y a deux éléments conjoints, mais il y a un élément important, c'est qu'il y a eu un film, un petit doc qui s'appelait Valer Rétrospermato, qui justement a été juste dans les années 2012-2013, et
Donc ce film-là était un documentaire sur la création, enfin sur la vie de d'art décom, enfin des petits groupes, des groupes d'art décom. Et en fait, c'est ça qui a relancé art décom. C'est ça qui a redonné du dynamisme à l'histoire. Je pense qu'il faut pas l'oublier parce que ça a été vraiment crucial. C'est tombé à un beau moment, enfin à un moment où la pilule était remise en cause ou d'autres choses, où il y avait Musset et Soufir qui ont écrit leur bouquin, mais c'est un élément déclencheur important. Eh ben, très bien, merci de cette précision. Des petits éléments à ne pas oublier en tout cas. Et on pourrait peut-être même parler du coup d'après 2012-2013 du coup avec de nombreux collectifs là qui sont montés comme le vôtre, mais aussi Garcon, l'association. On retrouve différentes associations plutôt locales, assez localisées en France, qui se montent et qui promeut en tout cas la contraception dite masculine. Oui, c'est vrai. Et si je peux ajouter juste quelque chose à ce niveau-là, c'est que ces dernières années, il y en a beaucoup qui se sont créés. En fait, on a constaté ça. On est en lien avec quelques-uns d'entre eux à Nantes, à Paris, à Lille, à Grenoble, à Marseille, à Montpellier. Chacun développe un petit peu ses spécificités, mais dans beaucoup de villes aujourd'hui, il y a beaucoup de groupes qui sont disponibles justement pour les gens qui cherchent de l'information, qui veulent se rapprocher de ces groupes-là pour l'obtenir. Donc ça, on voit ça d'un très très bon œil avec Christian, Aurélien et Florina du groupe. On voit tout un tas, une constellation de petits groupes qui se créent, un petit réseau aussi qui se monte, avec lesquels on est en contact, on échange les pratiques. Donc c'est très très encourageant. Yes, bah oui, complètement. Et puis ça devient de plus en plus visible par tout le monde aussi via les réseaux. C'est un très bon outil, je pense, pour démocratiser ces pratiques. Et d'ailleurs, ça nous permet d'enchaîner sur la suite, qui vont être sur les enjeux sociétaux. Vous, de votre côté, sur le collectif, comment est-ce que vous avez ciblé du coup ces enjeux sociétaux liés à la contraception masculine ? Si, ça peut être long. Et puis par quel bout commencer ? En fait, les gens sociétaux ça fait partie intégrante du travail de notre asso Thomas Boulou, ce que je disais tout à l'heure. La contraception est un objectif parce que c'est intéressant que les garçons se mettent à la contraception pour plein de raisons. D'abord parce que ça leur fait un des enjeux sociétals, par exemple, c'est que les garçons se connaissent, sachent comment ils sont faits, comment ils fabriquent leurs spermatozoïdes, que le sperme n'est pas produit aux mêmes endroits, parce qu'ils sont complètement ignares sur le sujet. Hein, c'est clair, on est complètement ignares. Et donc on a une vision. Les garçons ont une vision imaginaire, fantasmée, de leur sexualité, en particulier de leurs organes sexuels, de leur fonctionnement sexuel, et ils ont un rapport très lié, enfin leur rapport à la sexualité est très lié à l'imaginaire, donc à leur intégration au patriarcat ou à la domination masculine, au groupe des hommes, quoi, à leur situation par rapport à ça. Donc, un des enjeux de la contraception, même si se contracepter ne suffit pas je ne veux plus utiliser le mot déconstruire. Hein. Donc, se contracepter ne suffit pas pour être déconstruit, pour se déconstruire. Ce serait trop simple. Mais c'est un moyen intéressant pour avancer sur la responsabilité des garçons dans leur sexualité. Donc ça c'est important. Et un autre enjeu très intéressant. Alors nous on promeut pas la contraception des garçons à la place de la contraception des filles dans les couples par exemple. Enfin les couples font bien ce qu'ils veulent, mais ce que le garçon se contracepte n'est pas nécessairement l'arrêt de la contraception pour la femme. C'est évidemment d'abord se prendre en charge soi-même et
permettre, le cas échéant, que la femme arrête sa contraception. Mais il y a plein d'autres enjeux dans la contraception. Il n'y a pas que il y a une sexualité qui peut être plus libre. Pour la femme, hein, je dis ça, que si elle arrête de se contracepter, il y a des enjeux là-dessus. Et puis donc les enjeux, il y a deux enjeux à d'autres niveaux. Voilà, j'en ai cité deux, trois là. Nicolas, tu as peut-être d'autres enjeux? D'autres enjeux, en fait, ce qu'on constate lors de nos permanences, c'est que la contraception, c'est un peu le prétexte pour parler de sujets plus larges de société. Effectivement, les garçons, il y en a beaucoup qui viennent déjà parler technique, comment ça marche, comment faut faire, quel est le procédé. Mais ensuite, derrière, nous, les discussions, on les creuse, et puis on se rend bien compte que derrière ça, il y a beaucoup de réflexions sur le partage de la charge contraceptive, le féminisme en général. Donc, en fait, ça vient s'inscrire surtout dans tous ces questionnements actuels. D'où vraiment, moi, je le vois comme un prétexte en fait de discussion, vraiment le point d'entrée sur tous les enjeux de société, liés au féminisme, au partage des charges, partage, destruction du patriarcat, remise en question des garçons sur leur virilité, qu'est-ce que la masculinité. Enfin, tous ces sujets-là sont abordés un peu en vrac, hein, d'ailleurs, hein. Il n'y a pas vraiment de structure particulière qui est utilisée, mais voilà, c'est à peu près tout. Je pense que vous avez abordé pas mal de points. C'est vrai que sur la méconnaissance, la méconnaissance déjà de son corps, connaissance que de la partie externe en fait, et de savoir comment ça fonctionne à l'intérieur, et rien que comment se produisent les spermatozoïdes. Et puis l'histoire de la charge mentale est quand même importante. Des choses qui sont pas tellement évoquées sur le contrôle aussi de sa fertilité. Je trouve que c'est quelque chose qui est pas tellement en jeu, qui est pas tellement abordé. Et pour autant, quand on en discute un petit peu, on se demande, comme si la grossesse n'était qu'un petite chose en fait, qui était une conséquence d'un rapport sexuel entre guillemets, quoi. Christian, du coup, tu voulais rebondir sur ce que je disais? Oui, il y a deux choses. Je voulais rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure, mais je vais laisser ça. Il y a assez de choses qui ont été dites peut-être sur ce que tu dis effectivement sur la parentalité, le lien à la parentalité. Effectivement, je suis moins sûr maintenant de l'effet, mais j'étais persuadé au départ de nos actions que d'être responsable de sa contraception permettait d'avancer sur sa parentalité. C'est-à-dire que effectivement, les garçons sont absolument pas des parents. Enfin, sont pas des parents. J'exagère. Hein, excusez-moi, je force le trait. Mais les rôles sociaux sont encore très marqués dans la parentalité, et l'arrivée d'un enfant est souvent un moment crucial de retour au schéma patriarcaux, enfin aux schémas ancestraux, je sais pas comment dire, c'est-à-dire la femme qui s'occupe des enfants, qui arrête de son travail, qui passe à mi-temps, avec les effets qu'il peut y avoir à long terme sur ses propres revenus et son indépendance. Et le garçon qui s'occupe d'accord un peu plus de l'enfant, mais qui ne prend pas véritablement la totalité de la charge de la parentalité. C'est encore caractéristique, quoi. Les chiffres le disent. Il y a aucun doute là-dessus. Et donc je pensais que, enfin, je le pense toujours, mais je suis un peu moins convaincu que l'effet soit si fort. Je pense que de commencer par se préoccuper de sa fertilité, donc de la fécondation, de ses propres capacités fécondantes, et donc est un début de prise en charge de la parentalité. Et alors, autre chose, hein, qui est un élément, alors, je sais pas si on peut parler d'enjeu, mais en tout cas, en termes de connaissances, moi, la contraception masculine, en tout cas pour ma part,
j'en ai pas entendu parler chez le médecin. Et en même temps, quand on est un homme et qu'on va chez le médecin, on y va quand on est malade, mais à aucun moment pour son appareil reproducteur. Et donc, c'est vrai que le manque d'informations et puis sur le circuit, on va dire scolaire, l'information sur la contraception masculine, elle est plus liée à l'usage du préservatif, mais les autres méthodes sont très peu évoquées. Alors que chez les personnes avec des ovaires, très vite elles peuvent être sous pilule aussi pour une gestion hormonale en fait de tout ce qui est gestion des règles, mais aussi de l'acné, tout ça quoi. Donc c'est vrai que c'est un élément où vous en tant que collectif vous venez du coup rajouter un maillon et donner de l'information, et j'espère que c'est quelque chose qui intégrera en tout cas les programmes si c'est pas déjà le cas, pour faire en sorte que tout le monde évolue, et quel que soit son genre, la prise en charge du coup de sa contraception, l'information soit donnée avant en tout cas le début de la vie sexuelle de chacun. Et voilà, on est arrivé à la fin de la première partie de cet épisode sur la contraception masculine. On espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez apprécié l'écoute. Et on vous invite dans un premier temps à déjà partager et diffuser l'épisode autour de vous si vous avez apprécié. Et évidemment, on se retrouve dans 2 semaines pour la suite et fin de notre épisode. En attendant, comme d'habitude, vous pouvez nous joindre sur Insta, sur Facebook et à notre adresse mail letemps-d'une-liberté-tout-attaché@gmail.com. On vous remercie d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout et on vous dit à dans 15 jours.